Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition La parenthèse littéraire sur Dash Télévision. Dans cette nouvelle édition, nous vous parlons des questions bien particulières et bien comment moderniser nos constructions, comment réussir la conception des ouvrages particuliers adaptés à nos réalités, mais surtout, quels sont les véritables outils de calcul qui permettent de faire cela. Des questions qui trouvent réponse dans l'œuvre de notre invité, le professeur Robert Zengwa, éminent ingénieur, mais surtout ancien doyen de la faculté de génie industriel à l'université de Douala. Il nous présente sa dernière parution, Plate and Shell Models, un livre certes technique, mais qui revient sur des problématiques assez concrètes de notre époque concernant les constructions. Eh bien, on va aller à la rencontre de l'auteur tout à l'heure, mais avant, je vous propose ce magnéto, c'est le portrait de l'auteur présenté par Marie-Yvonne Ndongo. Professeur Robert Zengwa, toute une vie consacrée à la pratique des mathématiques. Ingénieur de renom, ce fils du Mungo qui a vu le jour à Kumba en 1959 est un pur produit de l'École nationale des ponts et chaussées de Paris. Docteur en mathématiques de l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6, il transmet son savoir-faire dans les amphithéâtres. De 2006 à 2019, il fut le premier doyen de l'ex-faculté de génie industriel de l'université de Douala. Plus de 500 mémoires de master et 10 thèses de doctorat encadrées, Robert Zengwa, un véritable moule à ingénieur. Il est également consultant dans plusieurs cabinets d'études spécialisés dans les giga-constructions. L'aéroport de Yaoundé-Simalène porte par exemple sa griffe. Auteur de nombreux articles scientifiques, il vient de commettre son premier ouvrage, Plate and Shell Models, un livre sur les modèles de plaques et de coques qui, à coup sûr, fera tache d'huile dans l'univers de l'ingénierie. Mesdames et messieurs, je voulais annoncer à l'introduction de cette émission, il est avec nous, le professeur Robert Zengwa. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans la parenthèse littéraire. Merci. Eh bien, pour ouvrir cette émission, véritablement, on dirait qu'au regard de votre riche parcours qu'on vient d'écouter dans la biographie dressée par Marie-Yvonne Ndongo, vous avez connu des expériences ici et là. S'il y avait peut-être une expérience particulière que vous voudrez livrer au public qui vous marque, ce serait lequel? Lorsque je supervisais la construction de l'aéroport de Simalène, c'était mon premier très grand chantier et il y avait de très gros problèmes et j'étais le seul à signer les documents pour qu'on puisse se réaliser. Et on a eu un problème où mon avis était contraire à celui des entreprises étrangères, et y compris le cabinet de contrôle basé en France et même le cabinet basé en Allemagne. On a eu des discussions, très âpres discussions pendant un mois, et finalement c'est moi qui ai eu raison. Effectivement. Plate and Shell Models, c'est votre dernier ouvrage. Et pour peut-être reprendre une formule assez populaire, on a envie de dire que nul n'ouvre ses pages s'il n'est ingénieur. C'est ce qui vous dit parce qu'à l'intérieur, quand même, c'est des termes très techniques que vous utilisez pour expliquer un certain nombre de concepts. Oui, c'est un livre qui n'est pas grand public. Hein, c'est pas le livre que n'importe qui va passer à la librairie et il en achète. Vous ne trouverez même pas ça dans les librairies. C'est un livre qui s'adresse aux ingénieurs et pas n'importe lesquels. Hein, des ingénieurs de très haut niveau, ce qu'on appelle généralement des ingénieurs qui peuvent faire de la conception, faire du calcul, et superviser la construction jusqu'à remettre les clés en main, et surtout pour des structures particulières, des structures beaucoup plus complexes que les structures classiques que tout le monde voit. Les modèles de plaques et de coques, c'est un cours que vous dispensez dans les universités, les amphis. Et dans ces livres dont vous revenez en long et en large sur deux principaux modèles expérimentés avec vos étudiants. Et il paraît que cela a séduit de nombreuses personnes à l'extérieur, notamment une université américaine. Revenez un peu sur cet épisode avec nous. Alors, il faudrait d'abord constituer
disons, nos téléspectateurs à ce qu'on appelle plaque, ou bien à ce qu'on appelle coque. Donc, les Romains et même, disons, au temps des pharaons, on a construit des pyramides. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une pyramide de près. J'y étais. C'est-à-dire, vous voyez les blocs de 1,50 m. Parfois, on se demande comment est-ce qu'on en arrive là, parce que c'est tellement impressionnant. Vous voyez tout de suite la forme des pyramides. Beaucoup de gens ne se posent pas la question. Pourquoi cette forme de la pyramide? 1000 mètres carrés, sans poteau. On ne pourrait pas le construire avec les blocs. Même la toiture, on ne pourrait pas faire la toiture facilement. Donc, de plus en plus, au fur du temps, c'est-à-dire pendant que la technique, la mécanique, l'ingénierie évolue, on a pensé aux structures de plus en plus minces. Donc, quand vous voyez le plancher de votre maison, c'est un peu mince. Donc, vous avez une dimension qui est plus petite devant les autres. Quand vous prenez la coque d'une voiture, tout le monde parle de coques de voiture. Vous voyez, c'est des tôles qui sont vraiment minces, mais c'est assez résistant. C'est pareil pour un avion, c'est pareil pour un bateau qui porte des milliers de tonnes. Il faut bien les designer, il faut bien les calculer et bien se prémunir pour que la catastrophe n'arrive pas. Et pour cela, donc, les ingénieurs, depuis la nuit des temps, apportent des modèles pour essayer de voir comment ça peut se passer à l'intérieur, l'épaisseur de cette structure qui est un peu mince. Et ils ont apporté donc des modèles de calcul. Ça date depuis 1840. Et déjà, on proposait des modèles ainsi de suite, jusqu'à arriver à moi-même. Vous parlez des modèles NT et N. Voilà, le modèle NT. Donc, quand moi, j'ai fini mes études, puisque nous, on nous a enseigné ça, il n'y avait pas ces deux modèles. Et les modèles qu'on nous avait enseignés avaient leurs limites. Au fil des ans, pendant que j'enseignais, je me rendais compte que vraiment c'était des limites assez importantes. Il fallait apporter une solution à ça. Et avec mes étudiants, avec mon background scientifique, j'ai réussi à apporter quelques améliorations à certains de ces modèles. Et c'est le dernier qui a vraiment marqué l'esprit parce que avec le dernier modèle, j'ai pu faire un banc d'essai avec mes étudiants. Donc un banc d'essai, ça veut dire qu'on compare les prévisions théoriques et numériques aux prévisions à la réalité. C'est ça ce qu'on appelle banc d'essai. Ça veut dire qu'on met des capteurs pour capter ce qu'on a calculé et voir si ce qu'on a prévu, c'est exactement c'est ça qui est dans la réalité. Et nous avons vu que ça marchait. Et nous avons publié. Et quelques mois après, une université américaine nous a écrit en disant qu'ils ont testé aussi. Et ils ont testé les modèles. Et ils ont fait des calculs avec des ordinateurs plus sophistiqués. Et ils ont vu que notre modèle était meilleur. Autre préoccupation, donc, cet ouvrage revient, et vous l'avez expliqué, sur la nécessité d'adopter les structures minces et courbées pour bâtir des ouvrages à grande portée. Comment concrètement ces modèles de plaques que vous divulguez peuvent être utiles pour un pays comme le Cameroun? On doit vraiment s'émanciper et s'éloigner du paradigme actuel qui consiste à dire que tout ce que nous voulons construire, on fait venir les autres. Pourtant, l'école polytechnique de Yaoundé a été créée en 1971. On n'a pas des ingénieurs à qui on peut faire confiance pour qu'ils puissent faire le design d'une telle structure, faire le calcul, faire construire, superviser et remettre ça en service. Bon, ça veut dire qu'il faut partir de ce paradigme-là. Il faut que nous-mêmes, on puisse utiliser nos connaissances, nos propres connaissances et implémenter localement. Et prenez la Chine aujourd'hui. Quand nous étions très très jeunes, quand on avait un objet qui venait de la Chine, on disait les chinoiseries. Comme vous dites que c'était de seconde classe, c'était pas de bonne qualité. Voilà, c'est de bonne qualité, c'est du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, les autres partent en Chine, hein, et les Chinois font des trucs incroyables. Ils ont des structures que nulle part au monde. Merci d'être avec nous, professeur Robert Zengwa. Eh bien, nous allons observer le premier arrêt de cette émission, la parenthèse littéraire. Vous le savez, mesdames et messieurs, c'est la rubrique à lire.
À lire cette semaine dans la parenthèse littéraire, mesdames et messieurs, l'ouvrage L'innovation pour la performance des entreprises au Cameroun. Ce livre d'Honoré Tekam Oumbe analyse sous plusieurs angles le concept d'innovation au sein des entreprises camerounaises tout en relevant son influence sur leur performance. Sur la base d'une enquête de performance justement des entreprises en Afrique subsaharienne francophone, le livre de 248 pages réalise une étude comparative avec la réalité dans les pays développés. Des résultats obtenus des recherches relèvent justement, par exemple, qu'un peu plus de 2/3 des entreprises camerounaises déclarent avoir innové sur la période de l'enquête. Également, un peu plus de 70%, 79% et 75% des entreprises, respectivement du secteur tertiaire, secondaire et primaire, ont déclaré avoir innové entre 2011 et 2013. Autre ouvrage à lire cette semaine, Pour une mathématique au service du développement de l'Afrique de Christophe Fotso. Eh bien, ce livre porte un combat déjà très ancien contre l'ignorance, le discrédit qui se développe au sujet des mathématiques. Il fait un état des lieux et une analyse de la pratique de cette discipline, mais surtout, il démontre comment elle peut être appliquée à la résolution de problèmes de la société. Les mathématiques, parfois mal aimées, peuvent déboucher sur un développement inclusif et durable, nous dit l'auteur. Cet essai s'érige comme un plaidoyer dans lequel sont défendues les vertus des mathématiques. Il s'agit d'un appel à la bonne conscience collective, les Africains et de tous ceux et celles prêts à relever les défis de l'émergence africaine. Et troisième et dernier ouvrage à lire cette semaine, Technologie et développement au Cameroun, en sous-titre Le rendez-vous manqué. Eh bien, l'influence de la technologie sur la société et sur l'homme n'est plus à démontrer. Cependant, on peut s'étonner que les pays en développement, comme le Cameroun, semblent parfois à la traîne. Et le problème particulier auquel se trouvent cependant confrontés ces pays, selon l'auteur, tourne autour de l'appropriation des technologies conçues et développées ailleurs, le plus souvent par et pour les entreprises et des pays industrialisés, ce qui ne va pas sans entraîner une série de malentendus. L'ouvrage donc d'Alain Boutat révèle à la fois sa pluridisciplinarité, sa rigueur scientifique et son souci de ne pas se limiter seulement au diagnostic. Il débouche sur des recommandations qui gagneront justement à être entendues. Mesdames et messieurs, nous retournons à la deuxième partie de notre entretien. Et on a suivi tout à l'heure dans les conseils littéraires, on a parlé de mathématiques. Il y a des personnes qui jusqu'aujourd'hui sont convaincues que cette matière ne sert véritablement à rien. Et votre ouvrage, justement, semble démontrer le contraire à travers des exemples précis. Eh bien, quel message pouvez-vous passer à ces élèves et ces étudiants qui considèrent cette matière peut-être comme une simple V aujourd'hui? Alors, nous aussi, quand nous étions jeunes, on nous a toujours dit que les mathématiques, c'est tellement important. Et les étudiants les plus brillants allaient dans les séries scientifiques, et surtout les séries scientifiques basées sur les mathématiques. On pourrait dire la série C, la série E, la série D. Donc, bref, on disait toujours, voilà, c'est les plus forts. Malheureusement, ceux qui nous enseignaient ces mathématiques ne montraient pas des exemples d'application qui puissent permettre... C'était pas terre à terre, pour mieux comprendre. Qui puissent permettre aux étudiants, même aux élèves qui suivaient ces cours, de venir, par exemple, dans un débat au quartier, comme on dit, prouver que c'est la voie à suivre, c'est important. Pourtant, on nous disait toujours, oui, tout ce que vous voyez là, chez vous là, tous les produits venant d'Europe, que ce soit les voitures, les avions, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est à base de mathématiques. Mais personne ne montrait comment ça se fait. C'est pas concret. Voilà, c'était pas concret. Parce qu'en général et en réalité, ceux qui enseignaient ces cours, ils avaient aussi entendu comme ça, mais ils n'avaient jamais pratiqué. Pendant les périodes chaudes, les années 91, 92, 93, où on réclamait la conférence nationale souveraine. Que le président avait jugé sans objet. Voilà.
on avait préféré plutôt une conférence économique où on avait mis un numéro de téléphone, un numéro de fax à la portée de tous les Camerounais en disant que s'ils ont des idées, qu'ils envoient ces idées-là par fax et on va analyser. Alors, une idée plus une idée peut donner combien d'idées? Vous allez penser que c'est 2, mais c'est faux. Une idée plus une idée peut donner une idée, puisque c'est la même idée. Donc ce n'est pas forcément 2. Mais si c'est 2 idées différentes, ça fait 2. Mais si c'est 2 idées qui peuvent se mettre juxtaposées pour créer l'autre, ça vous donne 3. Donc une idée plus une idée vous donne 1, 2 ou 3 idées. Maintenant, si l'idée 1 plus 1 plus 1, vous pensez qu'on peut avoir quel... Naturellement, on va dire 3. Non, vous voyez, naturellement, on va dire 3, mais c'est 7. Vous voyez? Et si je fais 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire 4 fois, ça va faire 2 à la puissance 4 moins 1. Si je dis 1 plus 1 plus 1 plus 1 n fois, ça va faire 2 à la puissance n moins 1. Ça, c'est les mathématiques des 6e. Voilà un exemple. On n'a jamais eu de résultats parce que les gens ne s'imaginaient pas que ça allait être aussi compliqué. Mais s'ils avaient réfléchi avant que ce problème-là, il faut prendre ça de la manière la plus rigoureuse pour avoir un bon résultat, ils allaient créer la mathématique de ça. Concrètement, pour revenir à l'ouvrage Plate and Shells Model que vous avez commis, vous pouvez revenir sur des exemples précis pour montrer la modernisation des constructions aujourd'hui, que ce soit au Cameroun comme ailleurs. Comment ça peut aider? Par exemple, si vous regardez mon livre, vous allez voir qu'il y a un château qui commence par un tronc cylindrique. À Bonabéry, par exemple, vous observez ça. Ce château-là, vous allez voir, c'est un tronc cylindrique et en haut, c'est un tronc conique. Donc, les épaisseurs ne dépassent pas 30 cm. Mais vous avez des grands rayons. Vous prenez un barrage, vous aurez des barrages dont le rayon, comme ça, contrairement à celui qu'on a vu sur le château d'eau, peuvent être de 100 mètres. Et l'épaisseur peut être de 20 mètres. Mais c'est aussi une coque. Mais pour calculer ça, on fait donc les premiers ont fait l'hypothèse que c'est mince. Mais quand on a commencé à construire, on s'est rendu compte que ça ne vient. Si j'avais un livre ou bien un polycopier, si j'aurais pu vous montrer, pour que vous voyez même des visus, c'est concrètement de quoi il s'agit. J'ai envie de savoir, lors de votre conférence dédicace de cet ouvrage, vous avez dit qu'au Cameroun, nous sommes par exemple capables de fabriquer des fusées. Est-ce que ce n'était pas un peu trop idéaliste cette déclaration? En Éthiopie, on le fait, hein. N'est-ce pas? N'est-ce pas, il y a quelques années, nous disions que les Éthiopiens meurent de faim. Qu'est-ce qui est compliqué dans toutes ces sciences et toutes ces ingénieries que les gens ont déjà développées depuis des années? Ce qui est fait ailleurs, on peut faire ça ici. Voilà, si les Éthiopiens peuvent faire, donc vous voulez dire que les Éthiopiens sont plus intelligents que nous, alors, s'ils peuvent le faire, pourquoi pas nous? Comme on est réputé d'avoir une diaspora très riche et très intelligente et très impliquée dans tous les domaines scientifiques et d'ingénierie dans le monde. Il suffit seulement de les organiser. Dans le pays comme au Ghana, ils fabriquent déjà les véhicules. Dans beaucoup d'autres pays, les gens font des choses. Il suffit d'avoir vraiment l'ambition. Et ce que je déplore tous les jours, c'est que les gens pensent qu'il n'y a que des hommes politiques qui doivent créer, qui doivent dire faites ceci, faites cela. Vous connaissez l'Union européenne, n'est-ce pas? Tout le monde parle de l'Union européenne aujourd'hui. Mais vous savez qui a commencé l'Union européenne? C'était les fabricants d'acier, les sidérurgistes de plusieurs pays. Ils sont réunis, ils ont dit, essayons de nous concerter pour former un seul ensemble et parler d'une seule voix. Il y avait des Allemands, il y avait des Français, il y avait des Italiens, il y avait tout ça. Et c'est à partir de là que l'Union européenne est née. Merci professeur pour toutes ces explications. Et bien avant de conclure cette émission, on va prendre la dernière halte de ce programme. C'est votre rubrique vient de paraître. C'est l'actualité des parutions littéraires à suivre. Vient de paraître cette semaine dans la parenthèse littéraire, mesdames et messieurs, 2 ouvrages. Le premier, le contentieux des collectivités
décentralisée au Cameroun. Avec ce livre, eh bien, le monde juridico-scientifique du Cameroun bénéficie d'un outil, un nouvel outil de compréhension sur le processus de décentralisation. Eh bien, cet ouvrage va permettre aux lecteurs d'avoir une compréhension aisée du contentieux spécifique relevant du domaine de la décentralisation en s'appuyant notamment sur les éléments de jurisprudence les plus récents ainsi que les règles de procédure régissant la saisine des juridictions compétentes. Cet ouvrage pratique est l'œuvre de trois auteurs, à savoir le professeur Jean-Claude Tchewa, inspecteur général au ministère de la décentralisation et du développement local, et les docteurs Walid Abdoulaye Seni et Martin Ateba, qui sont tous deux magistrats. Une production scientifique préfacée par le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam. Et la deuxième œuvre que nous vous présentons cette semaine, c'est Mystères et légendes du Cameroun d'Harold Ketchemen. L'ouvrage est un voyage au cœur des légendes, phénomènes inexpliqués et personnages énigmatiques, comme l'indique le sous-titre de l'œuvre. L'auteur démontre que comparativement à sa diversité humaine, culturelle, géographique et même linguistique, le Cameroun est singulier par sa richesse en phénomènes et personnages étranges. Le mythe du Mokele Mbembe, par exemple, phénomène de Simalène, eh bien l'auteur plonge le lecteur dans plusieurs histoires légendaires ayant marqué le Cameroun. Il revient également sur de nombreux personnages atypiques, à l'instar de la prophétesse Mala, du père Soufo ou encore de Kogne Donatien. Des légendes urbaines qui continuent de faire parler. L'ouvrage de 308 pages, 7e d'Harold Ketchemen, livre donc des histoires fascinantes, parfois effrayantes, mais hyper passionnantes. Eh bien, retour sur le plateau, mesdames et messieurs, avec le professeur Robert Nzengwa pour revenir sur son ouvrage Plate and Shell Models, qui est le fil rouge de cette émission. Eh bien, professeur, lorsque on effectue une comparaison entre les pays développés et ceux en voie de développement comme le nôtre, on peut constater cette fracture au niveau de la qualité des constructions. Quand on sait que ce n'est pas la ressource humaine qui manque, vous l'avez dit, qu'est-ce qui peut véritablement expliquer cette situation ? Premièrement, je pense qu'il faut effacer une certaine idée qu'on a dans notre pays, où on dit que les enfants sont mal formés et autres, et quand ils partent à l'étranger, ils explosent. On leur donne des grandes responsabilités et on est content d'eux. Ça veut dire deux choses, que soit nous formons seulement pour l'étranger. La preuve, aujourd'hui, on voit beaucoup qui s'y vont pour chercher meilleure vie. On peut donc dire, peut-être il faut revoir notre système éducatif pour qu'on forme les gens qui vont résoudre nos problèmes et qu'on les fasse confiance. Et quand un jeune ingénieur sort d'une école de formation, il lui faut un plan de carrière. C'est-à-dire, pendant 3 mois dans l'entreprise, il sera encadré par tel ou tel. Après 3 autres mois, il est encadré. Au fur et à mesure, peut-être dans 1 an ou 2 ans, on commence à lui confier des projets et jusqu'à ce qu'il soit mature. Mais on ne peut pas me dire que depuis 1971, que l'école polytechnique a été créée, les gens n'ont pas été matures jusqu'aujourd'hui, au point de ne pas les faire suffisamment confiance. D'accord. Vous êtes éminent ingénieur et on l'a dit, ancien doyen de la faculté de génie industriel à l'université de Douala. S'il fallait donner un conseil aux jeunes ingénieurs que vous formez aujourd'hui, à plusieurs qui aimeraient se lancer dans cette carrière-là, ce serait quoi? Généralement, je dis à mes ingénieurs, et à mes étudiants, quand vous sortez avec votre parchemin, c'est là où l'école commence. Le parchemin, ça vous donne un potentiel, il dit que celui-ci, il peut faire des choses. Vous avez quelques bribes de connaissances. Est-ce que vous pouvez imaginer que si j'enseignais ce qui est dans mon livre, ce que j'enseigne toujours, en 45 heures, est-ce que vous pensez que la personne peut maîtriser tout ce qui est là en 45 heures parce qu'il est déjà sorti comme ingénieur? Non. Quand on sort de l'école, on apprend continuellement, on améliore ses connaissances. On lit les documents,
on essaye d'être à la pointe. On essaie de bénéficier des expériences des autres. Quand je disais souvent à mes étudiants que je dors souvent à 2 heures le matin, ils disent, mais comment ça? J'ai dit, je lis un livre de 1000 pages, parfois en 2 jours. Mais ils me disent, mais je lis encore pourquoi? Je dis, mais parce que je veux tu apprendre. Effectivement, pour sortir de ce programme, Plate and Shell Models, comment on fait pour l'avoir? Par exemple, les ingénieurs qui aimeraient peut-être s'abreuver à cette trouvaille que vous avez mise sur le marché. Vous ne trouverez pas ça dans une librairie. Même en Europe, c'est extrêmement difficile. Mais il y a des vendeurs spécialisés comme Amazon. Ah, c'est en ligne? Oui, en ligne. Si vous allez chez Amazon, on va vous donner le prix. Et puis, bon, il y a le prix d'achat, le prix de transport et les diverses taxes et autres, tout ça. Et là, vous pourrez acheter. Mais je ne vois pas une librairie ici qui va s'aventurer à acheter ça pour vendre. Parce que combien de lecteurs pourra-t-il avoir? Eh bien, professeur Robert Zengwa, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de la parenthèse littéraire. Merci, c'est moi qui vous dis merci. Et à vous, chers téléspectateurs, c'était également un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de cet autre numéro de la parenthèse littéraire. Prenons rendez-vous pour un autre numéro et comme vous le savez, entre-temps, lisez des livres.